j'ai un parcours un peu particulier. Je suis coach, spécialisé dans tout ce qui est l'intelligence collective, mais j'ai enseigné pendant quelques années la philosophie politique, les grands enjeux contemporains, à Sciences Po, en classe préparatoire, et j'ai eu besoin, moi, dans mon parcours, d'aller au bout de la logique, d'aller au bout de la rationalité et d'être capable de contrôler, d'expliquer la complexité du monde. Donc j'ai eu besoin, moi, dans mon parcours, d'aller là. Et la raison pour laquelle je le posais comme ça, c'est que j'ai aussi, dans mon parcours, moi, j'ai étudié aux États-Unis, en Allemagne, je suis saxophoniste, j'adore le jazz, un peu pianiste. Je me suis formé chez Apple, j'ai monté ma boîte en 2008 de coaching, j'en ai monté une deuxième il y a 2 ans en open innovation pour accompagner les organisations dans leur transformation, donc avec tout ce qui est comment on invente le travailler autrement. Et ce qui, moi, me motive, et ce qui est vraiment la singularité de ce que je fais, c'est le détour. Je crois beaucoup que pour avancer, il faut savoir faire des détours. Donc il faut prendre son temps. Et du coup, c'est à partir de ça, à partir de cette posture-là, que j'ai envie de vous parler ce matin et de vous présenter encore une fois aucune réponse, mais plutôt, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité ce matin de vous partager là où j'en suis, et peut-être que ça va résonner avec certains d'entre vous, peut-être pas, et c'est ok parce que je ne suis pas le seul dans la journée et le parcours il est suffisamment large et divers pour que vous puissiez aller vous nourrir, mais voilà où moi j'en suis aujourd'hui. Alors, évidemment, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est être artiste de sa vie, Clara l'a dit tout à l'heure, et j'aimais bien cette définition de Christian Bobin. Je crois que c'est ça un artiste, c'est quelqu'un qui a son corps ici et son âme là-bas, et qui cherche à remplir l'espace entre les deux en y jetant de la peinture, de l'encre ou même du silence. Dans ce sens, artistes nous le sommes tous, exerçant le même art de vivre avec plus ou moins de talent, je précise avec plus ou moins d'amour. Alors c'est un peu perché comme définition, et c'est pour ça que je l'aime bien. Elle est perchée parce qu'on dit ouais d'accord, super, le poète il parle, mais moi grosso modo je cherche un nouveau job. Mais je crois que c'est la même histoire. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette définition, et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, c'est je cherche à remplir l'espace entre les deux. Il me semble, et ça c'est ma conviction, c'est qu'on est tous à un endroit, dans un job, dans une vie, dans une réalité, dans un contexte, et en même temps à un autre, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait avancer, qui nous donne envie d'être ailleurs. Et c'est cet espace-là avec lequel on vit au quotidien. Et on se débat plus ou moins, où on est à l'aise, où on est moins à l'aise, et qu'il y a des moments où ça grince, parce que soit l'écart est trop important, soit on a perdu de vue l'âme là-bas, où elle est. Et donc, c'est intéressant dans cette configuration-là de travailler pour moi sur l'espace, sur les gaps entre les deux. Alors mon truc ne marche pas, donc je vais arrêter, donc je vais le faire en mode là. Je vous ai dit sur cette appréhension de la réalité, donc l'approche elle va être métaphorique, et donc ma proposition en fait ça va être faire un détour par le yoga. Parce que quand Clara m'a appelé, eh ben, j'avais aucune envie de le faire, et en fait je me suis dit si j'ai très envie, et du coup je vais partager ce avec quoi je suis là, au sud de la Thaïlande, dans une petite île déserte, dans une retraite de méditation. Et du coup c'est à partir de là que j'ai envie de faire un petit détour, pour ensuite voir comment ça éclaire notre sujet. Qui n'a jamais fait de yoga ? Okay. Qui n'a jamais fait de méditation ? Donc tous les autres, vous en avez fait, c'est des choses qui m'ont parlé. Okay. Le détour par le yoga, je vais le faire de la façon suivante. C'est que pendant 3 semaines, j'ai cheminé avec un livre qui était les commentaires des Yoga Sutras de Patanjali. Et ces Yoga Sutras, c'est un très vieux texte qui a 3 siècles et qui pose les fondamentaux, les fondements du yoga et du yoga comme façon de vivre, comme philosophie de vie. Et moi, ça m'a beaucoup marqué ce texte parce que finalement, il y avait plusieurs éléments qui ont fait sens, qui ont résonné pour moi. Le premier, c'est que la pratique du yoga, c'est la cessation of the mind, donc cette idée qu'on va calmer l'esprit. On va cesser d'aborder les choses par l'esprit. Le deuxième éclairage, c'est que dans les fondamentaux du yoga, il y a une discipline. C'est une pratique intérieure, discipline, au quotidien. Et comme toute discipline, c'est une façon de s'ancrer, de se structurer.
Le troisième élément qui m'a marqué, c'est desirelessness, c'est-à-dire cette idée de ne pas désirer, le non-désir, qui est extrêmement compliqué pour nous à comprendre. De quoi ne pas désirer alors qu'on est dans une société qui, au contraire, cherche constamment à désirer. Et quand on désire plus, on se dit « Oh là là, est-ce que je suis déprimé, j'ai plus envie, etc. » Donc je trouve ça très intéressant parce qu'il est extrêmement compliqué à appréhender pour nous, ce concept de non-désir. La non-dualité, cette idée que tout ce qui est au début est aussi à la fin, et tout ce qui est à la fin était aussi au début. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour moi dans la transition et la transformation. Une transformation, c'est pas passer d'un état A à un état B pour moi. Une transformation, c'est planter une graine dans l'état A qui va faire que l'état A va devenir B. Mais avec le B, c'est la graine qui a grandi. Autrement dit, la pensée magique de dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 6 mois, je serai ailleurs, elle n'a aucun sens pour moi. La fin, est au début, et le début est à la fin. Donc cette non-dualité, c'est vraiment une logique qui est extrêmement fertile. Et puis le dernier élément que je partage avec vous, moi, qui a résonné pour moi, c'est « experience first, and then you will believe ». Autrement dit, la foi ou la pensée n'est pas première à l'expérience. Expérience first, ça veut dire d'abord test. Et tester, alors je pense que dans la salle, il y a entre 25 et 45 ans, on est tous conditionnés par des habitudes qu'on a prises. Des éducations, des croyances, des expériences qui nous ont amenés en fait à avoir des convictions. Et l'expérience, c'est une façon de se forger des convictions. Donc nous avons tous des expériences, fait des expériences qui nous ont fait des convictions. En période de transition, ma conviction à moi, c'est qu'il faut absolument les remettre en question en les expérimentant de nouveau. Parce qu'il y a des expériences qui sont vraies dans un contexte et qui ne sont plus vraies dans un autre. Donc, se remettre au travail, se remettre dans l'expérience, c'est une façon d'aller tester ses croyances. Alors, je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais j'avais envie de partager avec vous ce qui faisait sens pour moi dans cette pratique du yoga. Et du coup, par rapport à cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art, le point ce matin que j'ai envie de partager, c'est comment on est dans une logique du vivant au quotidien. Et comment on fait de notre vie un processus vivant. Et ce processus de transformation, de Switch Your Life, c'est d'abord et avant tout un processus de transformation qui respecte une logique du vivant. Le yoga, si je le dis simplement, à mon sens, et la façon dont je le comprends, c'est simplement en fait de faire le calme pour se connecter à ce qui est vivant chez soi. Je sais pas vous, mais moi j'ai une sorte de monkey dans la tête, ou une rat race, et ça tourne tout le temps. Je m'endors avec, je me réveille avec, et plus j'ai des to-do list, et plus je suis efficace dans mes to-do list, plus j'ai envie de nouvelles to-do list. J'adore ça. Ça, c'est l'endroit où il y a une certaine forme d'excitation à être constamment éveillé, actif, excité par ce qu'il y a à faire. Eh bien, il se passe quoi quand on teste l'inverse? C'est-à-dire quand on se dit que finalement, cet esprit-là, dont on peut être finalement l'esclave, eh ben c'est nous qui allons le transformer en esclave. C'est-à-dire comment on va utiliser notre esprit et rester le maître de notre façon de faire. Et la proposition de cette philosophie du yoga que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup parlé, c'est cette idée de dire que la transformation, elle commence d'abord par le corps, ensuite par la respiration et enfin par la méditation, c'est-à-dire calmer l'esprit. On ne commence pas par calmer l'esprit, parce qu'il est bien trop fort pour nous. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas bien, ça veut juste dire que la transformation, c'est d'abord se déconditionner, c'est-à-dire être amené à faire des nouveaux gestes, à sortir d'anciennes habitudes, pour pouvoir remettre de l'espace, créer de l'espace, et enfin pouvoir changer sa façon de voir le monde et de le penser. Et dans cet ordre-là, c'est une vraie discipline et c'est une façon de créer du nouveau. Et faire de sa vie une œuvre d'art, ma conviction, c'est que c'est la capacité de faire de chaque journée une nouvelle journée.
et de pouvoir du coup accueillir ce qui vient. Alors, j'arrête avec le yoga, c'était le petit détour. Et du coup, par rapport à faire de sa vie une œuvre d'art, j'ai envie de partager avec vous, moi, là où j'en suis, en termes d'expérience, ce que ça veut dire dans l'accompagnement que j'ai avec mes clients, que ce soit en individuel, que ce soit sur les grosses organisations, qui est comment, là où chacun on est, à des étapes très différentes, avec des apprentissages différents, comment on se transforme, comment on passe de l'autre côté. Alors je vous le dis tout de suite, vous êtes dans du switch collectif. Pour moi, un switcher, c'est pas quelqu'un qui switch une fois, c'est quelqu'un qui switch tous les jours. Autrement dit, là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est un état d'esprit. C'est pas une méthode, c'est pas une recette. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une période dans laquelle vous avez envie de switcher. Il y en a certainement plein parmi vous, qui avaient cette habitude-là. Mais le switch, c'est, à mon sens, être connecté à l'idée qu'on est constamment en transformation et qu'on va respecter ça. Et qu'on est capable, en fait, de passer des phases et de voir, de regarder comment on va évoluer là-dedans. Alors, première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que la transformation n'est pas une histoire, est une histoire d'émergence et non de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'idée d'un cycle. Respectez votre cycle. Ce cycle du vivant, ce cycle de la vie, il y a des moments où il faut pousser, il y a des moments où il faut faire des efforts, il y a des moments où il ne faut surtout pas en faire. Il y a des moments où il faut aller voir plein de gens, il y a des moments où il ne faut surtout pas en voir. Il y a des moments de grande introspection, et des moments au contraire de grande inspiration. Et ça, pour moi, le cycle de la vie, c'est quelque chose qui est souvent très très dur dans nos vies agitées et passionnantes, de savoir où j'en suis et où je suis connecté. Est-ce que je suis dans un moment où j'ai besoin de plus, de moins? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je suis un flemmard? Est-ce que je devrais me bouger, envoyer des CV, ou au contraire, est-ce que c'est le moment de ne surtout rien faire et de laisser poser, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je crois fondamentalement qu'il est important d'être relié à l'idée que si vous voulez switcher et transformer, c'est d'abord de l'émergence, donc c'est pas vous qui contrôlez. On ne tire pas sur le bambou qui pousse, c'est comment on va laisser émerger. On n'est pas dans le push, on est dans le pull. Et encore une fois, on est dans une société dans laquelle si on ne push pas, c'est qu'on ne fait pas d'effort. Donc c'est vraiment ici une autorisation à trouver votre façon différente de faire. Deuxièmement, distinguer l'intention de la volonté. C'est essentiel pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là encore, la volonté, ce serait la persévérance, ce serait la capacité à être solide, à savoir ce qu'on veut, à se prendre en main. Pour moi, la volonté, c'est une façon de contrôler et d'empêcher le vivant de surgir. Si vous contrôlez, si vous voulez, c'est que vous savez déjà. Si vous savez déjà, c'est que vous ne laissez pas émerger ce qui doit venir et donc la surprise. Donc vous créez une vie dans laquelle vous ne pourrez jamais switcher. Vous créez votre propre réalité. L'intention, c'est très différent. Poser une intention, c'est être relié à sa source, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment du sens et qui trace un chemin sur lequel je veux avancer en termes d'intention profonde parce que je suis aligné avec cela. Mais la volonté derrière, ce serait de contrôler le chemin, comment on y va et quand on y va. Je crois que c'est très important d'être à la fois extrêmement clair sur son intention et extrêmement humble sur la volonté. Le troisième élément que je veux partager avec vous, c'est une histoire de posture. Ça va avec l'émergence. Je vous propose non pas d'être acteur de votre vie, et c'est très à la mode d'être acteur de sa vie, et je suis le premier à pousser certains clients à être acteurs de leur vie, mais ici j'ai envie de l'entendre un peu différemment. Être observateur de sa vie, c'est-à-dire comment vous vous mettez un peu à distance par rapport à votre façon d'aborder ces périodes. Qu'est-ce que vous voyez faire chez vous? Comment vous vous voyez faire? Et qu'est-ce qui a encore du sens dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'en a plus? Comment vous faites un peu le tri? Être observateur de sa vie, c'est avoir un peu plus conscience de comment vous fonctionnez et de si ça a encore du sens. C'est-à-dire ce déconditionnement, c'est-à-dire choisir complètement votre vie.
il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qui est celle de la métamorphose de l'esprit dans le Zarathustra de Nietzsche, qui est finalement dans le prologue du Zarathustra. Il y a cette idée que l'esprit se métamorphose, il est d'abord un chameau, c'est-à-dire celui qui va aller chercher la connaissance à la bibliothèque, qui va aller englober tout ça. Et ensuite, il se transforme en lion, c'est-à-dire celui qui va rebeller, détruire, s'insurger contre. Et la dernière métamorphose de l'esprit, c'est l'enfant, c'est-à-dire celui qui va créer à partir, qui va choisir dans tout ce qui, de ces deux métamorphoses, ce qu'il va garder pour lui et qui est juste. Dans ces trois métamorphoses, pour moi, être observateur de sa vie, c'est justement cette troisième période, c'est-à-dire cette capacité à avoir pris de la distance. Je ne suis plus contre, comme le lion, comme l'adolescent, on peut le lire ici comme des âges de la vie, je ne suis plus en contre par rapport à ce qu'on m'a donné, je ne suis plus en me soumettre à ce qu'on me donne, qui est le chameau, mais je suis dans le choix. Il y a des choses qui sont bonnes pour moi et des choses qui ne sont plus bonnes pour moi. Il y en a qui me manquent, donc je vais aller chercher moi-même. Donc cette dynamique d'observateur de la vie, elle n'est pas une dynamique passive, elle est une dynamique consciente. Et enfin, je vous invite à tout essayer tout de suite. Ce qui est parfaitement paradoxal. Je vous dis être observateur et je vous dis faites-le. Essayez tout de suite, c'est ce que Marc Vella, qui est un compositeur, musicien et quelqu'un qui a beaucoup de générosité, qui fait notamment la caravane amoureuse et qui depuis 20 ans tourne autour du monde pour partager son amour de la musique, appelle l'éloge de la fausse note. La fausse note, c'est une formidable opportunité d'ouvrir de nouveaux possibles. La fausse note en jazz, il y en a qui sont musiciens ici. La fausse note en jazz, ça va vous parler. Qu'est-ce que je fais quand je fais une fausse note? Je fais une fausse note. Continue. Quoi d'autre? Autre option. Continue. On s'arrête. J'en ai une troisième, on la répète. On répète une fausse note. Et on répète encore. Et on répète encore. Et là, quelque chose de nouveau s'ouvre. C'est que cette fausse note, elle devient en fait quelque chose d'assumé. Elle ouvre une autre fenêtre. Elle ouvre quelque chose, une autre perspective qui n'était pas prévue. Et tout d'un coup, dans l'improvisation, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Et bien ça, c'est la part du vivre. Donc, l'éloge de la fausse note, c'est dire, essayez, et il va se passer des choses que vous n'aurez pas prévues. Et quand on essaye, on va être surpris soi-même. Et on va surprendre les autres. Et on va se regarder différemment, les autres vont nous regarder différemment, et on va saisir des opportunités. Je vous encourage à vous laisser surprendre, et donc à forcer cette serendipity, c'est-à-dire à créer les conditions d'un hasard heureux. Pour moi, l'intention, c'est comment vous créez les conditions pour favoriser le hasard. Ça, oui, mais ce n'est pas de la volonté. Ça, c'est une mise en contexte, c'est une façon pour vous de l'approcher. J'ai parlé, maintenant on va ouvrir et je vais vous proposer, partager deux outils. J'aime bien. Et puis ensuite, évidemment, on aura un temps d'échange, encore une fois, je partage avec vous là où j'en suis et il y a plein de choses qui peuvent ne pas résoudre. Le premier outil que j'ai envie de vous proposer, c'est que l'intention, elle est liée pour moi à une boussole de vie. Et cette boussole de vie, si elle n'est pas très claire, si pour vous, vous ne savez pas très bien où vous allez, premier conseil, ça ne sert à rien de courir. Deuxième conseil, il est grand temps de le faire. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi le but de cette journée. Alors ce que je vous propose, c'est, vous avez tous carnet crayon, donc c'est très bien. Je vais vous proposer une première question et je vais vous donner 1 minute pour écrire votre réponse. Elle vous appartient, donc c'est que pour vous. Mais je vous demande de prendre toute la minute pour y réfléchir et écrire ensuite une réponse en 1 ou 2 phrases maximum. C'est bon? Première question. Qu'est-ce qui me motive vraiment dans la vie? Vous avez 1 minute. Easy? Cool. Deuxième question. Et là, vous allez avoir que 30 secondes. Qu'est-ce qui me motive vraiment dans la vie? 30 secondes. C'est bon? Bon, vous êtes smart, vous savez très bien ce qui vient après.
Qu'est-ce qui me motive vraiment, vraiment, vraiment dans la vie? Prenez 30 secondes et c'est pour vous. Ok, ça va? Je vous encourage à le relire demain, de le laisser de côté, à vous dire que on s'en fout, et à le reprendre. Et à regarder un petit peu comment ça évolue ou pas. Mais voilà, durant les 3 semaines dans lesquelles, qu'est-ce qui va se passer avec ça? N'hésitez pas, si vous voulez, à le partager à deux à un moment, si c'est juste pour vous ou pas, hein, à pouvoir trouver ce rapport-là. Deuxième petit outil que j'aimerais partager avec vous et qui a beaucoup de sens pour moi dans ces périodes, c'est que je vous ai parlé de la logique du vivant et de la nécessité de respecter votre rythme. Est-ce que quand je suis devant, là, vous voyez les slides ou du coup je vous empêche de voir? C'est bon? Bon, je continue à bouger et puis comme ça fait essuie-glace. Le cycle du vivant, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors c'est quelque chose que j'ai emprunté à la Gestalt thérapie, qui est une thérapie que vous connaissez peut-être, humaniste des années 50, Fritz Perls, et qui est une thérapie du lien. Comment être en lien et qu'est-ce qui se passe dans le lien. C'est vraiment une très belle approche pour moi. Et dans le cycle du contact, en Gestalt thérapie, on va dissocier finalement 6 étapes qui, dans le lien à l'autre, mais aussi dans le lien à soi, permettent d'identifier où on est et quelles sont les étapes qui peuvent être le plus compliquées à vivre. Alors vous savez que chez Freud, on parle de fixation. L'équivalent en Gestalt thérapie, ce serait finalement, il y a certaines étapes du cycle dans lesquelles nous sommes plus ou moins bloqués. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, pour certaines personnes, le pré-contact, il est très facile. Vous rentrez dans cette salle, ah bonjour, tu vas bien, tu fais la bise. Il y en a d'autres pour qui ce pré-contact, ils arrivent et c'est compliqué. Il y a plein de gens, ils n'ont pas forcément envie d'être pris à partie, ils ont besoin de temps, etc. Ils n'ont pas forcément envie de cela. Donc ce pré-contact-là, il n'y a pas un bon pré-contact, mais il y a une façon de le vivre différent, qui peut être plus ou moins souple, plus ou moins facile. Pareil, hein, sur un exemple simple, des engagements, la fin d'un projet, c'est comment vous allez vivre à la fin de ces 3 semaines, la fin de ce cycle. Chacun va le vivre différemment, ce processus de séparation du groupe. Il y a ceux qui vont vouloir dire « on se revoit tout de suite, on reste en contact ». Il y a ceux au contraire qui vont avoir besoin de temps pour eux, ceux qui disent « bon, je ne vais surtout pas m'attacher et moi c'est très bien, c'était une étape de ma vie, mais maintenant je passe à autre chose, etc. etc. » Donc dans ce cycle du vivant, c'est comment vous avez conscience de où vous êtes, de ce qui se joue pour vous et comment vous avez envie de vivre ça et d'introduire de la souplesse. Ici, par rapport à notre thème de ce matin, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre 2 cycles. Alors le cycle, hein, c'est un cycle relationnel, mais c'est un cycle de projet évidemment. Et pour vous ce matin, dans le switch, c'est de dire comment vous passez d'un projet à un autre, un projet de vie à un autre, un job à un autre, une envie à un autre, un âge à un autre. Et bien là, il se passe quelque chose d'essentiel qu'on a tendance à oublier. C'est quoi? Le vide fertile. Ici, ça veut dire qu'il y a du vide. Ça veut dire qu'il y a la nécessité de ne rien faire, et plus exactement, la nécessité de laisser faire. Dans le cycle ici de votre projet, il y en a certainement qui sont... Vous êtes certainement, je fais l'hypothèse que vous êtes plus par là, c'est-à-dire dans un job, dans un projet vie professionnelle où vous êtes en phase de désengagement plus ou moins avancé. Donc il y a ceux qui sont déjà là, donc ils se disent « Ouh là 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 là, comment je vais faire pour gagner ma vie dans 3 mois ?» Il y a ceux qui sont « Bon, moi je suis un peu peinard, mais franchement je m'embête un peu dans mon boulot. D'ici 2-3 ans, ce serait bien que je change, je vais prendre de l'avance. » Donc chacun a son rythme. Mais dans tous les cas, en fait, nous allons tous passer par une étape de vide, hein, ce saut dans le vide, qui est extrêmement compliqué à vivre. Ici, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que vous devez oser le vide. Quand est-ce que vous devez savoir être dans la période de sédimentation et non pas de projet et non pas de... Il y a quelque chose de terrible dans les phases de transition, c'est l'environnement. Alors, t'en es où? T'as trouvé? T'as envie de faire quoi? T'as envoyé tes CV? T'as appelé la nana que je t'ai... etc. Terrible, terrible. Ce qui peut aider de temps en temps, c'est de dire « Attends, je suis en période de vide fertile là, pour les 2 prochains mois. » C'est vachement sympa, mais pour l'instant, en fait, pendant 2 mois, je vais rien faire, rien prendre et juste laisser venir.
Alors c'est plus facile quand on part à l'étranger, c'est pour ça que moi j'aime bien le voyage. C'est une belle façon de dire à tout le monde. Il y a la distance, mais quand on revient après on est repris. Donc c'est comment on part et comment on revient fort de cela. Donc c'est ce cycle-là. Donc le vide fertile, vraiment s'il y a une chose à retenir de ce que je partage, pour moi c'est ça, c'est essentiel. C'est cette façon de vivre vos cycles et vos façons d'être conscient de là où vous êtes et de quoi vous avez besoin. Parce que c'est ici que naissent vos projets. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas dans je veux intégrer tel groupe ou je vais aller bosser chez Google parce que ce sera bien plus cool. On s'en fiche de ça. Ce qui compte là, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que vous offre la vie en ce moment et comment vous, quels signes vous envoyez. Il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est être un attracteur, un magnet. C'est vraiment cette idée de si vous êtes un aimant, c'est qu'est-ce que vous envoyez comme signaux implicites au monde et qu'est-ce qui va vous renvoyer. Alors dit comme ça fait un peu perché, mais c'est très clair. Si je viens vers toi et que je te souris, je n'envoie pas le même signal que si je viens ici en mode mission quoi que ce soit. Donc je crée quelque chose qui va renvoyer autre chose. Elle peut soit sourire, soit faire la gueule, mais dans tous les cas, je vais créer quelque chose dont je suis responsable. Ça, c'est ma part de responsabilité et ce que j'appelle l'effet magnète. Donc, en fonction de ça, en fait, vous allez aller vers les gens qui vont envoyer des signaux en réponse aux vôtres qui vous conviennent. Et dans une période de transition, l'essentiel pour moi, c'est de faire le tri. C'est de faire le tri. Il y a des gens, il ne faut pas qu'ils soient autour de vous. Il faut les chasser. Il faut leur dire « Oh là, j'ai pas de temps en ce moment. Oh, je suis pas là, je suis à l'étranger. » C'est important. Parce que sinon, ils vous prennent votre énergie, ils vous filent leur angoisse, leur dépression, leur peur. Ils ont des solutions pour vous alors que eux, ça fait 45 ans qu'ils sont dans leur job. C'est dommage. Vous ne vous laissez pas avoir par eux. Soyez au contraire celui qui est sûr de lui dans une période de doute. Il est sûr de ne pas savoir et de vouloir laisser faire. Ce que je vous propose ici, c'est qu'être artiste de sa vie, pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, act before thinking. Ce n'est pas par la volonté que vous allez vous transformer. C'est par l'expérimentation, par la conscience de là où vous êtes, par la clarification de vos intentions. Pas par la volonté, je vais envoyer des CV, il faut que je rentre dans un processus où il faut que je sois sérieux, je me lève tous les matins à 7 heures alors que j'ai plus de boulot, etc. etc. D'accord ? Ne pas confondre l'obsession et la discipline. Ça, j'aime beaucoup. Par nature, le silence résout tout. Pareil, la musique nous aide à comprendre ça. Il n'y a rien de plus beau dans la musique que quand il y a un blanc. Pensez à Miles Davis qui laisse des blancs magnifiques dans ses improvisations. Tout d'un coup, c'est chill. On crée une attente. On crée un truc qui va faire. Donc le silence résout tout. Autrement dit, quand vous faites une fausse note, quand vous faites quelque chose qui n'est pas juste, attendez, laissez faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour un exemple très concret, il y a des emails, vous recevez comme moi des emails dans la journée qui sont très désagréables. Il y a un problème, une urgence à traiter. Le réflexe, souvent, alors, c'est d'y répondre le plus vite possible pour s'en débarrasser. Et puis, il y a une autre façon de faire, qui est de se dire que si vous n'y répondez pas, il va se passer autre chose. C'est une prise de risque. Regardez, essayez. Et ça, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus lors d'un TEDx. C'est cette idée de se mettre à l'écoute de son champ profond. Là encore, dans l'approche métaphorique, son champ profond, ça veut dire quel est le chant, quelle est la musique que vous avez envie de jouer. Parce que si vous jouez la musique de votre vie, vous n'allez jamais vous ennuyer et vous n'allez jamais vous reposer la question du switch. Parce que c'est vivant et ça se transforme tout seul. Donc si vous jouez la musique de votre vie, si vous êtes très à l'écoute de ce que vous avez besoin de jouer, alors il n'y a plus de transition, il n'y a plus de passage de l'un à l'autre. Il y a une évolution, il y a une transformation, il y a la vie, vous êtes d'abord enfant, ado, adulte, etc. Et ça implique des changements. Mais c'est une évolution, c'est plus des passages qui sont marqués et difficiles à vivre. Et puis je voulais terminer avec cette phrase zen que j'aime beaucoup. C'est vraiment cette idée de pas de volonté, respect du cycle. Il y a des choses qui se font toutes seules. Mais pour qu'elles se fassent toutes seules, il faut arrêter de mettre de l'énergie en push. Il faut laisser de l'espace et de la respiration. Et encore une fois, là où vous êtes aujourd'hui, demandez-vous où est-ce que vous n'êtes pas assez d'espace ou de respiration.
Ah ouais, vous prenez pas trop au sérieux, c'est pas grave. Il n'y a rien de sérieux dans ce que vous vivez en ce moment. Juste profitez-en, parce que c'est une très belle période. Voilà, je vous remercie. Merci.